Des braqueurs de banque deviennent de plus en plus violents à chaque hold-up. Jusqu'au jour où le vol se termine par une fusillade mortelle. Un dangereux suspect est en cavale. La police organise alors une chasse à l'homme pour retrouver le fugitif, si désespéré qu'il ne s'arrêtera devant rien pour échapper à ses poursuivants. Aux États-Unis, les enquêtes sur les vols de banque relèvent du FBI. C'est à Seattle, plus que partout ailleurs au pays, que les braquages de banque sont les plus fréquents. Le bureau du FBI de Seattle doit enquêter sur tous les vols de banque commis dans l'État de Washington. L'agent spécial Mike Adams est le directeur de la section sur les enquêtes des vols de banque. Au cours des 5 ou 6 dernières années, on a enquêté sur environ 300 vols de banque par année, principalement ici dans la région de Seattle ou de King County. Les braquages sont un réel problème dans notre région. Selon le FBI, c'est la drogue qui est la source du problème. En outre, l'État de Washington compte un nombre élevé de succursales bancaires. Les agents du FBI estiment qu'il y a 2 types de vols. Le premier étant le vol où le criminel s'approche d'un caissier ou d'une caissière, lui tend un papier sur lequel il exige qu'on lui donne l'argent du tiroir-caisse. Il ne s'agit pas d'un voleur qui cherche à attirer l'attention en criant ou qui tente de prendre le contrôle de la banque. L'autre type de vol, plus rare celui-là, mais beaucoup plus dangereux. Il s'agit du hold-up. Le hold-up, c'est lorsqu'un ou plusieurs voleurs entrent dans la banque et qu'ils tentent par divers moyens de prendre le contrôle des lieux. Ils ordonnent parfois aux gens de se coucher par terre, ou ils forcent les employés de la banque à s'éloigner des guichets. Dans la plupart des cas, ces voleurs sont armés. On les considère donc comme des sujets violents, contrairement aux voleurs du premier type. Selon les statistiques, les braqueurs de banque qui ont réussi le hold-up une première fois commettent d'autres vols et deviennent de plus en plus audacieux et violents. Le 17 mai 2000, dans le centre-ville de Seattle, fut commis le premier d'une série de hold-up particulièrement brutaux. Les voleurs s'enfuient rapidement avec des milliers de dollars en argent liquide. Une semaine plus tard, des assaillants s'attaquèrent à une autre banque du même quartier et braquèrent des armes encore plus puissantes sur les clients et les employés. 2 semaines plus tard, des voleurs sévirent de nouveau. Ils étaient plus agressifs encore. Comme les braquages de ce genre sont d'habitude peu fréquents, les agents en vinrent à croire que tous ces vols avaient été commis par les mêmes individus. Ces hold-up se ressemblaient par leur violence et par l'importance des montants volés. Il était évident que ce genre de vol allait attirer notre attention, surtout à cause de leur haut degré de violence. Chaque fois, les voleurs avaient pris la fuite dans des voitures volées sans qu'aucun témoin ne puisse les identifier. Le FBI était aux prises avec des criminels expérimentés qui devenaient de plus en plus agressifs. Leur comportement laissait présumer qu'ils finiraient par tuer quelqu'un. 6 jours plus tard, dans la matinée du 22 juin 2000,
Les craintes des agents allaient malheureusement se réaliser. 2 hommes empruntèrent Aurora Avenue, puis ils entrèrent dans le stationnement de la Wells Fargo Bank. Les personnes qui se trouvaient à l'intérieur n'avaient aucune idée de ce qui se tramait. Les tireurs réunirent tous les clients et les employés, mais ils en oublièrent un. Visiblement, ils étaient organisés. L'un d'eux monte à la garde pendant que l'autre cherchait une caissière ayant accès à la chambre forte. Pendant ce temps, le gérant contacta le service d'urgence. La téléphoniste avisa les policiers que les voleurs étaient toujours dans la banque. L'agent Wesley Buxton répondit à l'appel. Le hold-up était en train d'avoir lieu. C'était inusité. D'habitude, on arrive après le déclenchement du système d'alarme, pas pendant le vol. Buxton se précipita sur les lieux. Dans la chambre forte, le voleur mit tout l'argent qu'il put dans ses 2 sacs à dos. La caissière obéit aux ordres du voleur armé en espérant qu'il lui laisserait la vie sauve. Buxton éteignit sa sirène en arrivant près de la banque. Je suis arrivé le premier sur les lieux. Une moto était garée devant la banque, sur le trottoir, je crois. On ne pouvait pas vraiment voir à l'intérieur. Conformément à la procédure en pareil cas, le policier se mit à l'abri jusqu'à l'arrivée des renforts. L'agent Rick Spraker arriva à son tour et il se mit en position pour intervenir. Les bandits sortirent alors de la banque sans savoir qu'ils étaient surveillés. Leur moto ne démarra pas. Ils sont restés plantés là, tentant sans doute de comprendre pourquoi la moto ne voulait pas démarrer. Ils en sont alors descendus et se sont enfuis à pied. Un des 2 hommes trébucha. Je lui ai ordonné de rester par terre. Buxton surveilla le premier homme. Quant à l'agent Spraker, il ordonna à l'autre suspect de s'arrêter, mais celui-ci disparut. L'agent Buxton se retrouva bientôt confronté au pire scénario d'entre tous. C'était comme un film qui défile au ralenti. Sur les enregistrements, j'ai constaté que les coups de feu s'étaient rapidement succédés. Mais au moment du crime, c'était comme s'il s'était écoulé 1 ou 2 secondes entre eux. Spraker riposta au coup de feu et arrêta enfin le tireur. Les policiers détenaient un des suspects. L'autre s'était enfui. Aussitôt après l'appel de Spraker, les patrouilleurs affluèrent sur la scène du crime. Pendant que des infirmiers donnaient les premiers soins à l'agent Buxton, Spraker mit rapidement les enquêteurs au fait de la situation. L'individu qui avait tiré sur le policier était mort. La traque pour retrouver le suspect qui s'était enfui s'organisa aussitôt. Les répartiteurs transmirent la description du suspect sur toutes les fréquences radio captées par les patrouilleurs. Pendant ce temps, des agents du FBI arrivèrent en hâte à la banque. Parmi eux se trouvait Mike Adams. En route vers la banque, j'ai entendu qu'un policier avait été gravement blessé. C'était à l'évidence un hold-up très violent.
Adams constata que les circonstances entourant ce vol étaient semblables à celles de 3 hold-up précédents. Mais cette fois-ci, la violence avait atteint un point culminant. Comme un suspect armé courait toujours, les autorités devaient agir rapidement pour éviter que la situation se détériore. Il y avait beaucoup de monde. Les passants commençaient à s'attrouper. La police de Seattle a immédiatement pris le contrôle des lieux car c'était dangereux. La menace planait toujours. Le service de police de Seattle envoya des membres de la section des homicides sur place, notamment l'enquêteur Paul Suguro. Chaque fois qu'un policier de Seattle se sert de son arme à feu, nous sommes appelés sur les lieux pour faire enquête. Les divers services policiers devraient travailler de concert pour traquer le bandit en fuite. La police de Seattle mit sur pied une escouade spéciale pour coordonner les recherches. Les membres de l'unité SWAT avaient déjà commencé à examiner le périmètre. En avançant dans la direction prise par le suspect, les experts de l'unité SWAT fouillèrent méthodiquement tous les endroits où il aurait pu se cacher. Ils étaient prudents, car ils savaient que le bandit était prêt à tout et qu'il pouvait encore se trouver dans les parages. Inquiets pour la sécurité publique, de nombreux policiers affluèrent sur les lieux du crime. On bloqua l'accès à certaines routes et l'on détourna la circulation. Voici le sergent-détective David Reiter. Le hold-up et l'échange de coups de feu qui a suivi ont entraîné une présence policière accrue dans le secteur. On avait aussi des unités canines. L'hélicoptère de King County s'est joint aux équipes de recherche, de même que le SWAT. L'unité SWAT fit du porte-à-porte pour alerter toutes les personnes qui se trouvaient dans ce quartier d'affaires. On a fait fermer tous les commerces pour la sécurité des gens parce que le suspect courait toujours. Après avoir soigné les blessures de l'agent Buxton au bras gauche et à l'épaule droite, les techniciens d'urgence médicale le conduisirent à l'hôpital. Dans les deux cas, les projectiles étaient entrés et ressortis. C'était donc seulement une question de les nettoyer et de s'assurer qu'il n'y aurait pas d'infection. L'agent spécial Adams fouilla dans les poches du voleur abattu. J'ai sorti des pièces d'identité sur lesquelles on pouvait lire son nom. Daniel Del Fierro. Ce n'était pas quelqu'un qu'on connaissait au FBI. Mais ce nom nous permettrait au moins de commencer notre enquête. Les experts trouvèrent ensuite le pistolet semi-automatique de calibre 380 qui avait blessé Buxton. Dans un étui, ils trouvèrent également un revolver. Puis ils trouvèrent 2 sacs à dos remplis de billets de banque. Plusieurs de ces billets étaient toujours emballés d'un film plastique, comme le sont les liasses qui proviennent de la Banque fédérale. Plus tard, on a calculé qu'il y avait plus de 151 000 $ dans les 2 sacs à dos. Une très grosse somme, beaucoup plus que ce que les voleurs de banque emportent d'habitude lors d'un hold-up. Les agents vérifièrent le numéro de plaque d'immatriculation de la moto. Malheureusement, cela ne leur permettrait pas d'identifier le suspect car la moto était volée. Ils interrogèrent ensuite les employés de la banque et les clients à la recherche d'indices sur l'endroit où pourrait se cacher le second suspect. Mais les voleurs ne s'étaient jamais appelés par leur nom et personne n'avait pu voir leur visage. Un expert judiciaire releva une trace de pas sur le comptoir. Ce serait malheureusement le seul indice qu'on trouverait sur la scène du crime. Le vol avait été bien planifié. La police obtint le dossier du voleur mort, Daniel Del Fierro. Celui-ci venait à peine de sortir de prison où il avait été incarcéré pour homicide involontaire coupable et assaut. Les policiers poursuivirent leur recherche du complice de Del Fierro. À peine quelques heures après le braquage, ils retrouvèrent sa trace. Des enquêteurs rejoignirent les policiers dans un parc à ferraille des environs où ils avaient trouvé des indices. Il avait laissé plusieurs choses derrière lui. Dans sa fuite, il s'était débarrassé de son casque et de ses gants. La piste qu'on suivait était parsemée de ses effets. Il avait poursuivi sa course pendant encore une quinzaine de mètres. Puis il avait ôté sa veste avant d'escalader une très haute clôture surmontée de barbelés.
Près de la veste, on a aussi trouvé un pistolet semi-automatique de calibre 45. Les enquêteurs soupçonnèrent que le voleur cherchait à brouiller les pistes en laissant derrière lui tout ce qui pouvait le relier au crime. Au moment où cette piste semblait se terminer en impasse, on trouva autre chose. Les enquêteurs se rendirent à un immeuble d'habitation du quartier à la suite de l'appel de la responsable des lieux. Elle avait avisé les autorités après avoir trouvé des traces de sang récentes devant un appartement. On en a déduit que le suspect s'était blessé en passant par-dessus la clôture. Et s'il s'agissait du bandit, il pouvait toujours se trouver dans l'immeuble, prêt à tout. Les policiers avisèrent l'unité SWAT. L'unité arriva rapidement. La police espérait bien pouvoir coincer ce dangereux bandit au plus vite. En juin 2000, après le hold-up d'une banque de Seattle, un policier avait été blessé lors d'un échange de coups de feu et un des voleurs avait été abattu. Son complice armé s'était enfui à pied. La police avait suivi sa piste jusqu'à un immeuble du quartier où l'on avait relevé des traces de sang. Croyant que le suspect pouvait s'être réfugié là, une unité SWAT vérifia méthodiquement tous les couloirs et les appartements de l'immeuble. Les tentatives furent vaines. Une fois les recherches terminées, les enquêteurs prélevèrent un échantillon de sang pour analyse. Très rapidement, les autorités fermèrent l'un des secteurs commerciaux les plus animés de la ville, paralysant ainsi tout le quartier. Les enquêteurs avaient identifié le suspect abattu. Il s'appelait Daniel Del Fierro. Ce nom constituait la piste la plus solide pour retrouver le deuxième voleur. Steve Fogg, le procureur de King County, nous raconte. On a aussitôt obtenu un mandat pour fouiller sa résidence et son auto pour recueillir tous les renseignements à son sujet et peut-être découvrir qui était son complice. Chez Del Fierro, les enquêteurs rencontrèrent une femme avec qui il vivait. Elle déclara qu'elle ne savait rien du hold-up, mais les aida toutefois à établir une liste des relations de son colocataire. Les enquêteurs fouillèrent ensuite les lieux, mais rien de ce qu'ils trouvèrent ne put les aider à identifier le suspect qui leur avait échappé. À l'autre bout de la ville, des policiers répondirent à l'appel d'un homme. Celui-ci déclara qu'un type avait voulu lui voler sa voiture de force. C'était juste au nord de l'immeuble où l'on avait découvert des traces de sang. Le conducteur raconta comment il avait quitté son appartement quelques minutes plus tôt. Tout à coup, il a vu ce type apparaître devant lui et frapper de ses mains le capot de sa voiture pour le forcer à s'arrêter. Le type disait qu'il venait d'être mêlé à une bataille et qu'il avait besoin d'aide. Il voulait qu'il le fasse monter à bord. L'homme devint de plus en plus agressif. Il a introduit sa main à l'intérieur et a tenté de s'emparer des clés. Quand il s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas, il est soudainement devenu très agressif. Le conducteur est parvenu à le repousser et à s'enfuir à toute vitesse avant de raconter sa mésaventure à un policier. Les policiers étaient persuadés que l'homme qui avait cherché à lui enlever sa voiture était le voleur qu'il poursuivait. La victime leur donna une description détaillée de l'assaillant et leur indiqua par où il était parti. Il se dirigeait vers le nord. On a donc réorienté nos recherches dans cette direction. On a aussitôt retransmis sa description. Les médias nous ont aidés en diffusant ces informations très rapidement. Pendant les 3 heures suivantes, les enquêteurs ne trouvèrent aucune trace du fugitif jusqu'à ce qu'un opérateur du service d'urgence reçoive un appel. Un homme déclara que sa femme et lui avaient été retenus captifs au cours de l'après-midi. L'intrus s'était enfui depuis, mais il pensait qu'il s'agissait peut-être du voleur dont ils avaient entendu parler au bulletin de nouvelles.
Les enquêteurs se rendirent aussitôt à cette maison au nord de l'endroit où un homme s'était pratiquement fait voler sa voiture de force. 3 heures plus tôt, la femme quittait sa maison quand elle avait vu un homme à bord de sa camionnette. L'homme était calme. Il lui avait dit qu'il venait d'être mêlé à une bataille et qu'il avait besoin d'aide. Elle n'avait pas mordu à l'hameçon. À ce moment-là, la police surveillait tout le secteur et elle a dit, en pointant les hélicoptères, « Je crois plutôt qu'ils vous recherchent. » Une fois de plus, la personnalité du suspect a changé complètement. Mais cette femme n'était pas le genre de personne à se laisser faire. Elle tenta de se défendre. Il s'est emparé d'un couteau et lui a fait comprendre qu'il n'hésiterait pas à s'en servir. Il lui a dit que sa vie était menacée et que s'il le fallait, il serait violent avec elle. Alors qu'il cherchait quelque chose pour la ligoter, son mari rentra à la maison. Le mari a alors voulu intervenir, mais le type lui a donné un coup de poing. Ils ont obéi à ses ordres pour se sortir vivants de cette mésaventure. Ils croyaient que s'ils se laissaient ligoter, le type n'utiliserait pas son arme. Le couple entendit ensuite l'assaillant faire des appels dans une pièce voisine depuis son portable. Il alla ensuite calmement se prendre une bière dans le réfrigérateur et regarda le bulletin de nouvelles à la télé où l'on parlait du vol qu'il venait de commettre. Il semblait stupéfait à la vue des images en direct des recherches menées pour le retrouver. Environ 2h30 ou 3 heures plus tard, quelqu'un a frappé à la fenêtre. Il est alors sorti en vitesse de la maison et ils ne l'ont plus revu. Quand la police arriva, il était évident que le suspect avait échappé au filet tendu par les autorités. L'agent spécial Gary Shinline du FBI ne savait que trop bien que ce fugitif était particulièrement dangereux. La nature du crime en lui-même, ce vol de banque, était très violent. En outre, lors de leur fuite, son complice et lui avaient tiré sur un agent de police. Ensuite, le suspect avait pris des otages. Dans cette enquête, les enjeux étaient particulièrement élevés. L'enquêteur Paul Suguro commença à quadriller le quartier où vivait Daniel Del Fierro, le voleur abattu par la police. Un homme déclara qu'il avait reconnu la moto utilisée lors du vol en regardant le bulletin de nouvelles à la télévision. Il avait aperçu Del Fierro avec cette moto avant le vol. L'homme avait vu la moto sur le plateau d'une dépanneuse. Le témoin avait aperçu un autre type à l'intérieur de la dépanneuse en compagnie de Del Fierro la veille du vol. Suguro croyait que le conducteur de la dépanneuse pouvait être le deuxième voleur. Il demanda au voisin de Del Fierro s'il le connaissait. L'homme lui répondit qu'il ne l'avait jamais vu auparavant. Les enquêteurs eurent enfin un coup de chance quand les experts commencèrent à analyser les indices qu'avait laissés le voleur lors de sa fuite. Dans une poche de sa veste, on a trouvé la photocopie du permis de conduire d'une jeune fille de 16 ans, de même que plusieurs informations sur elle. Les agents se mirent à la recherche de la jeune fille. On a appelé son père qui nous a dit qu'elle était au cinéma. Les agents lui ont dit qu'ils devaient l'interroger. Quand elle est arrivée au poste, elle a déclaré que dès qu'elle avait vu son père entrer dans la salle de cinéma, elle avait compris de quoi il s'agissait. Les agents lui montrèrent la photocopie de son permis en lui demandant comment, selon elle, les voleurs l'avaient obtenu. Elle nous a dit qu'une personne qui fréquentait la même école qu'elle l'avait approché pour lui dire qu'il connaissait quelqu'un ayant beaucoup d'argent qui avait besoin d'une nouvelle identité et d'un numéro d'assurance sociale. En échange de ces pièces d'identité, la jeune fille toucherait quelques milliers de dollars. Elle déclara que ces pièces d'identité devaient servir à ouvrir des comptes bancaires pour blanchir de l'argent volé. Elle donna alors le nom de son ami à l'école secondaire qui servait d'intermédiaire pour cette fraude.
Les enquêteurs retracèrent l'individu en question, bien résolu à obtenir sa collaboration. On l'a contacté tôt le matin. Il s'est d'abord montré hésitant à nous parler. Mais après avoir discuté un peu avec nous, il a commencé à nous parler de ce type qui lui avait demandé d'obtenir des pièces d'identité et des numéros d'assurance sociale pour lui. Il déclara que l'homme s'appelait Aristotle Marr. On a alors pensé que cet Aristotle Marr pouvait fort bien être notre suspect, puisqu'il cherchait à blanchir de l'argent pour son propre compte. Les enquêteurs étaient sûrs d'être sur la bonne voie quand le jeune intermédiaire déclara que Marr possédait une entreprise de remorquage. Ils vérifièrent les antécédents du suspect. Selon la régie des véhicules, une dépanneuse était enregistrée au nom de Marr. En outre, la description de ce véhicule correspondait à celle de la dépanneuse décrite par le voisin de Del Fierro. Les enquêteurs retournèrent chez Del Fierro pour demander à sa colocataire si elle connaissait Aristotle Marr. Celle-ci leur apprit que Del Fierro et Marr étaient des amis d'enfance. Ce nom avait été évoqué à 2 reprises de 2 sources différentes au cours de notre enquête. On a donc décidé de nous concentrer sur cet Aristotle Marr et d'en faire notre suspect. Les autorités vérifièrent le dossier judiciaire de Marr. Il n'y avait qu'une inculpation pour un assaut alors qu'il était encore mineur. Les dossiers du fisc indiquaient que Marr possédait une entreprise de remorquage prospère et une propriété évaluée à 400 000 $. Les agents furent surpris d'apprendre qu'il s'était illustré en tant qu'athlète pendant ses études secondaires. Il avait terminé ses études 6 ans plus tôt et s'était mérité d'excellentes notes. Tous s'entendaient pour dire qu'il était très intelligent. On pouvait voir qu'il avait un énorme potentiel, mais il était pressé. Je crois que c'est cette impatience et cette ambition qui l'ont entraîné à commettre ces crimes. Steve Fogg obtint les relevés des portables de Marr et de Del Fierro. Il découvrit alors que les 2 hommes s'étaient parlé à plusieurs reprises peu avant le hold-up. C'était là une preuve indirecte qu'ils planifiaient leur crime. Daniel Del Fierro et Aristotle Marr pouvaient se parler jusqu'à 10 fois par heure dans les semaines et les jours avant le vol. Les policiers demandèrent ensuite à des témoins de confirmer l'identité de Marr en mettant sa photo parmi d'autres photos d'identification. En général, on montre les photos de 6 types et celle de notre suspect en fait partie. Mais dans ce cas-ci, on a montré les photos de 12 individus. On voulait être sûr qu'on tenait le bon type. Les autorités montrèrent les photos à la femme qui avait été attaquée chez elle et gardée captive. Elle n'a pas hésité une seconde. Elle a reconnu Marr immédiatement. Plus tard, le mari et l'homme à qui le voleur avait voulu voler sa voiture identifièrent aussi Marr comme étant leur assaillant. En tenant compte de tous ces éléments et des preuves indirectes, nous étions presque sûrs qu'Aristotle Marr était notre homme. Les autorités obtinrent le mandat d'arrêt de Marr et un mandat de perquisition de sa maison. Connaissant le tempérament de Marr, les policiers se préparaient à une confrontation violente. Le 22 juin 2000, 2 présumés voleurs de banque en série s'en étaient pris à une autre banque de Seattle. Lors d'un échange de coups de feu, la police avait abattu l'un d'eux. L'autre voleur avait pris la fuite. La victime était Daniel Del Fierro. Les autorités croyaient que le fugitif était Aristotle Marr. Craignant un affrontement lors de son arrestation, les policiers firent appel à l'aide d'une unité tactique. L'équipe était accompagnée des enquêteurs Paul Suguro et David Ritter de la section des homicides. On est allé chez lui accompagné d'une unité SWAT et de plusieurs agents de police de Seattle. Ceux-ci nous ont aidés à protéger les lieux. Pièce par pièce, les membres de l'unité SWAT fouillèrent la maison. Il n'y avait aucune trace de mort. L'enquêteur Paul Suguro. Après s'être assuré qu'on ne courait aucun danger, l'équipe des homicides et moi-même avons commencé à fouiller la maison.
Ils étaient à la recherche du moindre indice de l'implication de Marr dans le vol ou de l'endroit où il pouvait se trouver. Dans un espace de rangement secret, ils trouvèrent une partie de son arsenal. Les enquêteurs trouvèrent des étuis de pistolets. Ils trouvèrent également quelques armes à feu, même si la plupart des étuis étaient vides. Il y avait diverses sortes de munitions pour des armes d'épaule, des fusils de chasse et des pistolets. Les enquêteurs examinèrent soigneusement les munitions et y relevèrent un indice important. On a trouvé des munitions qui correspondaient aux projectiles trouvés sur la scène du hold-up. Les autorités trouvèrent alors une autre piste. Des documents qui montraient que Marr et certains de ses contacts se rendaient régulièrement en Jamaïque. Et il y avait aussi de petites photos et des modèles de documents, sans doute pour fabriquer de fausses cartes d'identité. Les enquêteurs soupçonnaient Marr d'avoir prévu quitter le pays sous un nom d'emprunt. Au cours des recherches, les agents s'aperçurent qu'il y avait une autre maison sur le terrain de Marr. Ils s'empressèrent de demander un mandat de perquisition et surveillèrent les lieux le temps que le document soit émis. Pendant une semaine, ils virent des gens y entrer et en sortir, mais il n'y avait aucune trace du suspect. Après qu'un juge eut enfin signé le mandat, une unité SWAT entra dans la maison. Ce que les membres de l'unité y trouvèrent allait apporter un tout nouvel éclairage à l'enquête. Le bâtiment en question servait d'entrepôt à des marchandises volées. On a trouvé plusieurs appareils flambant neufs dans leur boîte d'origine. Il y avait des tondeuses, des réfrigérateurs, de nombreux téléphones portables, toutes sortes d'articles encore intacts et toujours dans leur boîte d'origine. Les enquêteurs constatèrent également que les biens étaient identifiés avec des bordereaux de marchandises indiquant qu'ils provenaient de centres de rénovation de la région. Il était évident que les activités criminelles d'Aristotle Marr ne se limitaient pas au vol de banque. Ces biens étaient de dimensions importantes. Il y avait des électroménagers, des palettes de fenêtres, de gros objets. Ce n'est pas le genre de truc qu'on peut voler à l'étalage. On avait dû déployer beaucoup d'efforts pour obtenir ces marchandises. Il était évident qu'on aurait besoin de l'aide de nos experts en cambriolage. Ces derniers se sont occupés de l'identification de ces biens. La section des enquêtes sur les cambriolages travailla de concert avec les commerçants de la région pour identifier des biens volés d'une valeur estimée à plus de 100 000 $. Ils nous ont fourni un gros camion. Tous les biens qu'on a identifiés comme étant volés ont été mis à bord de ce véhicule et transportés. Les enquêteurs soupçonnaient Marr d'avoir eu de l'aide pour obtenir et vendre cette marchandise. On croyait que plusieurs biens avaient été envoyés en Jamaïque. On avait trouvé des reçus de livraison qui indiquaient que de nombreux objets ménagers avaient été exportés en Jamaïque. Les autorités intensifièrent leurs recherches pour trouver le présumé chef de bande Aristotle Marr. C'est le groupe d'action à la recherche du fugitif qui prit le relais à partir de là. Voici l'agent spécial Gary Shenline. On a commencé à la base en contactant la famille et les proches du suspect. On espérait que quelqu'un pourrait nous fournir des informations qui nous permettraient de l'arrêter sans problème. Mais toutes les personnes interrogées déclarèrent ignorer où se trouvait Marr. Quelques semaines plus tard, la traque finit par avoir un effet sur le suspect. Un groupe de sympathisants, incluant son avocat, tint une conférence de presse pour clamer son innocence. On déclara que la police l'avait accusé à tort à cause de ses liens avec Daniel Del Fierro.
Les agents tentèrent d'obtenir de ses avocats que le suspect se rende, mais ils obtinrent alors une réponse étonnante de leur part. On a tenté de les convaincre qu'ils se rendent de façon sécuritaire dans un environnement contrôlé. Mais ils ont alors répliqué qu'ils craignaient de se faire tuer par la police. Marr était toujours en cavale. Le FBI décida de tenter une nouvelle approche. Les agents contactèrent les producteurs d'une émission de télévision sur les crimes pour offrir aux téléspectateurs une récompense de 25 000 $ en échange de toute information permettant l'arrestation de Marr. Les informations alors se mirent à affluer. Quelqu'un affirma avoir été en contact avec Marr par le biais d'un site de messagerie électronique. Les agents demandèrent aux fournisseurs de services Internet de leur donner accès au compte de messagerie du suspect et de leur remettre les transcriptions de ces échanges. À en juger par les échanges sur ce site de messagerie, il était plausible de croire que l'un des usagers était Aristotle Marr. Le fournisseur Internet fournit l'adresse de l'usager en question. Nous nous sommes rendus sur place, croyant que Marr y était peut-être à ce moment-là. Un mandat de perquisition en main, les policiers rencontrèrent un des amis de Marr. Celui-ci déclara que Marr n'était pas là. Les agents menèrent des recherches exhaustives sur place en espérant trouver un indice de la présence du fugitif dans l'appartement, mais ils ne trouvèrent rien. Ils confisquèrent l'ordinateur. Ils découvriraient par la suite que Marr n'avait sans doute jamais utilisé cet appareil, que c'était en fait son ami qui se faisait passer pour lui sur le site de messagerie. Cette dernière piste menait à une impasse. Ces recherches ne nous ont pas permis d'en savoir plus sur l'endroit où Aristotle se trouvait. Le FBI poursuivit la surveillance des maisons des proches de Marr, mais ils ne tardèrent pas à comprendre que celui-ci ne reviendrait sans doute jamais. Contrairement aux voleurs de banque habituels, Aristotle Marr avait beaucoup d'argent. Il possédait des biens immobiliers, il louait une maison. Je suis persuadé que ses atouts et ses moyens financiers l'aidaient à se cacher des autorités. Un informateur appela alors le FBI pour dire aux agents ce qu'ils redoutaient le plus d'entendre. Une de nos sources confidentielles nous a révélé qu'il était parti sous un faux nom, mais pas seulement dans un autre État. Notre source croyait qu'il était parti en Jamaïque. Si Marr avait bel et bien quitté le pays sous un nom d'emprunt, on pourrait bien ne jamais le retrouver. Le FBI était maintenant confronté à son obstacle le plus important jusqu'ici, dans une affaire qui semblait impossible à résoudre. Le FBI était toujours à la poursuite du présumé braqueur de banque Aristotle Marr. Les agents le soupçonnaient de s'être enfui en Jamaïque sous un nom d'emprunt. Malheureusement, le FBI n'avait pas l'autorité de poursuivre les recherches dans ce pays, comme nous l'explique Gary Shenline. Nous n'avons aucun droit d'intervenir à l'extérieur des États-Unis. Ce sont donc des agents de liaison du FBI en Jamaïque qui s'occuperaient d'approcher les autorités jamaïcaines. Je leur ai fourni toutes les informations dont je disposais, comme des noms ou des points de contact, des endroits où l'on pourrait peut-être trouver Marr en Jamaïque. Mais enquêter sur Marr en Jamaïque n'était pas facile. Il avait de multiples relations dans l'île et il disposait de beaucoup d'argent pour se rendre quasi invisible. Nous pensions que grâce à ces ressources, il n'aurait aucun mal à faire le moins de vagues possible ni à se cacher. Des informateurs signalèrent avoir aperçu le fugitif à quelques reprises, mais celui-ci échappait constamment aux autorités. Les agents croyaient qu'il se déplaçait de maison en maison à la tombée de la nuit, protégé par un groupe de complices loyaux. Suivant toutes les pistes fournies par les agents américains, les autorités jamaïcaines poursuivaient le fugitif sans relâche. Elles contactèrent tous les complices connus de Marr. Mais ceux-ci refusaient de collaborer. Les autorités les gardèrent sous surveillance.
Les policiers américains de l'ambassade les surveillaient et ils leur ont fait comprendre qu'ils ne partiraient que lorsque Marr ferait face aux accusations qui pesaient contre lui. À Seattle, Steve Fogg, le procureur du comté de King County, décida d'inculper le fugitif de plusieurs chefs d'accusation en se basant sur les nombreuses preuves indirectes accumulées contre lui jusque-là. Marr a fait l'objet de plusieurs chefs d'accusation qui décrivaient bien toute la série de crimes dont on le soupçonnait. On l'a accusé de vol à main armée car il était armé au moment du crime. On l'a accusé d'avoir été le complice de Daniel Del Fierro et d'avoir tiré sur l'agent Buxton. On l'a également accusé de tentative de vol de voiture lors de sa cavale. Et enfin, on l'a accusé d'enlèvement parce qu'il avait effectivement tenu en otage des gens dans leur sous-sol. Steve Fogg soupçonnait également Marr d'être mêlé à un réseau international de vol de marchandises, mais il décida de ne pas porter d'accusation pour ce crime. Marr était déjà passible d'une peine d'emprisonnement très longue et cette accusation n'aurait pas pesé bien lourd, tout au plus 1 ou 2 ans pour un type qui serait condamné à 30, 40 ou 50 ans de prison. On a donc décidé de laisser tomber ce chef d'accusation. Les autorités intensifièrent leurs recherches pour trouver Marr. L'enquêteur David Ritter de la section des homicides à Seattle. On a continué d'exercer de la pression. Ils ne pouvaient ignorer notre présence. Ils se sont plaints à plusieurs reprises du fait qu'on les harcelait. Mais ce n'était pas le cas. On menait une enquête sur un crime très violent et on voulait la résoudre. On souhaitait le mettre derrière les barreaux. Je crois que cette situation a fini par être difficile à supporter pour lui. Ça ne lui plaisait plus beaucoup. Après 7 mois, la pression constante exercée par les policiers finit par porter fruit. Le 7 février 2001, Aristotle Marr prit les policiers de court en arrivant à la prison de King County avec son avocate. L'enquêteur Paul Soguro de la police de Seattle était aux trousses de Marr depuis le début. Sergeant Christopher, this is Steve down at the watch desk. Aristotle Marr just turned himself in. J'ai été surpris d'apprendre qu'Aristotle Marr s'était rendu de lui-même. On a essayé de l'interroger à propos des vols et de l'endroit où il s'était caché. Mais il a refusé de parler des divers aspects de l'enquête avec nous. Les autorités croyaient que Marr était revenu pour 2 raisons. Pour enlever de la pression sur les épaules de ses complices et parce qu'il croyait que les accusations ne valaient rien. Il était confiant. On pouvait même dire qu'il avait l'insolence de croire qu'il remporterait la partie devant les tribunaux. Dans son esprit, il revenait pour gagner et ainsi faire d'une pierre 2 coups. Lors de sa mise en accusation, Marr plaida non coupable à tous les chefs d'inculpation portés contre lui. En ayant pris la fuite, Marr s'était donné des atouts. Il pouvait regarder comment nous présenterions l'affaire et préparer des explications pour tous les indices. Ce procès ne serait pas facile. Les avocats de Marr savaient que les experts avaient relevé les empreintes digitales de leurs clients sur les objets laissés devant la banque, notamment le casque de moto et une paire de gants. Ils les justifièrent en déclarant que Marr avait prêté ces articles à Danny Del Fierro, le suspect abattu lors de la fusillade. Mais Marr ignorait toutefois qu'il avait laissé une trace de sang derrière lui. Il nous fallait maintenant absolument obtenir un échantillon de son sang. Je savais que la partie serait gagnée si l'on pouvait exploiter le filon de l'ADN des traces de sang. Un juge ordonna à Marr de donner un échantillon de son sang. Les experts en génétique le comparèrent ensuite au sang trouvé dans l'immeuble résidentiel, à celui trouvé dans la maison du couple retenu en otage et dans leur camionnette. Les résultats furent concluants. À ce moment-là, toutes nos inquiétudes à propos de l'issue de l'affaire se sont dissipées. Il était maintenant évident que tous ces indices, mis ensemble, constituaient une preuve solide. Marr décida alors de plaider coupable pour ne pas avoir à subir un procès devant jury. Il fut condamné à 23 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. L'agent de police Wesley Buxton, blessé lors de sa confrontation avec Marr et Del Fierro, fut soulagé d'apprendre que Marr paierait enfin pour son crime.
Comme bien des policiers sans doute, je suis de ceux qui pensent que les criminels devraient écoper de peines beaucoup plus sévères que ce que la justice prévoit. Mais je suis somme toute assez satisfait de la peine qu'on lui a imposée. L'agent spécial Mike Adams. Compte tenu du nombre élevé de vols de banque chaque année, et il y en a plus de 300 ici dans l'État de Washington, il est rassurant de penser qu'on a réussi à apporter, ou du moins aider à apporter, une conclusion heureuse à cette enquête pour un vol d'une telle violence. C'est grâce aux efforts combinés du service de police de Seattle et du FBI qu'on a enfin pu mettre un terme à la carrière criminelle d'Aristotle Moore.